Hello, moi c'est Victoria, une éternelle optimiste qui tente de placer l'émerveillement au cœur de l'écologie. Chaque semaine, je tends mon micro jaune à une personne qui m'inspire pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies. À travers le parcours audacieux de mes invités, je questionne la confiance en soi, le sens d'une vie, l'amour, la liberté, l'écologie, bref, autant de sujets qui traduisent un monde qui bouge et qui rythme nos vies. Tout de suite, je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde et la vie sous un autre angle. L'organisation. À lire ce mot, beaucoup auront peur. Se fâcher avec elle, qui aimerait en faire un allié, mais qui la laisse s'échapper. Alors elle est difficile à dompter, cette organisation. Pourtant sans elle, le mental prend tellement de place qu'il nous limite. On y voit flou, on avance sans trop savoir comment, ni où, ni quand, avec qui. On tâtonne, mais le fil nous échappe. S'organiser, c'est avant tout prioriser. C'est mettre à plat ce qui compte, ce sur quoi on souhaite focaliser notre énergie pour avancer en conscience. On se libère alors des futilités, des détours inutiles qui polluent notre temps. En un sens, on reprend les manettes de nos journées et de nos vies. Si cela peut paraître psychorigide, être organisé est au contraire une manière de laisser l'inconnu prendre de la place, parce que l'on sait où l'on va. Hello! Je suis trop heureuse de prendre le micro de façon hyper spontanée. Pour commencer cet épisode sur l'organisation, ça fait tellement longtemps que j'ai envie de le faire, qu'on me demande de le faire et que je ne prends pas le temps de le faire. Voilà, donc c'est chose faite, on y est, c'est aujourd'hui. Y a beaucoup de personnes qui me demandent comment je fais pour tout concilier, que ce soit le podcast, les conférences, Shimla, mon livre, tout en prenant du temps pour moi, pour lire, pour faire du sport. Il y a une clé, c'est l'organisation. Tout est dans l'organisation. Et je suis consciente que j'ai toujours été très amie avec cette organisation depuis toute petite. Elle est comme ma boussole qui me permet d'orienter mes choix et mes rêves à mesure que je grandis. Et surtout, elle m'aide à apaiser mon mental qui est souvent trop bruyant, qui me dit que j'en fais pas assez, que c'est pas assez bien, que je devrais faire plus. Et je crois que l'organisation, ça m'aide vraiment à garder un cap et à réaliser justement ce que je vis, ce que je fais et ce que je crée. Je pense que l'organisation est innée chez certains. Pour moi, elle l'a été. Comme je le disais, depuis toute petite, j'ai tendance à ranger, classer, à ce que tout soit en ordre autour de moi. Ça me permet aussi de ranger mon mon mental, au même titre que j'adore que ma chambre soit propre, que la vaisselle soit faite. Et je crois que ça éclaircit aussi beaucoup le mental. Mais si cette organisation peut être innée, elle peut aussi s'apprendre. Je crois que c'est avant tout une discipline, c'est une habitude à ancrer, c'est un muscle à travailler. Et c'est pour ça que j'ai voulu dédier un épisode entier sur ce sujet, parce que je peux pas simplement donner quelques astuces en story sur Instagram, ça serait trop long. Et c'est beaucoup plus personnel là, de prendre ce micro jaune pour vous partager mes petites astuces. Alors sans ne plus attendre, j'ai concocté 5 petites astuces qui m'aident à m'organiser pour avancer dans mes projets au quotidien. Projets personnel, mais aussi professionnel. Je suis très fière de moi d'avoir réussi à mettre le mot personnel avant professionnel. Waouh. Mes journées, ça a toujours été des trésors. Je suis pas quelqu'un du soir, je sors très peu, je bois pas d'alcool depuis 2 ans, j'ai arrêté. Et si de loin, tout ça, ça peut paraître, la meuf relou, qui boit jamais, qui sort jamais, etc. Au moins, je suis vraiment présente le lendemain dans mes journées. Je vis ma vie en conscience et pour moi, c'est ce qui compte le plus. Là où avant, j'avais tendance à parfois me laisser embarquer dans des situations qui n'étaient pas vraiment voulues et choisies de ma part. Et donc le lendemain, j'avais pas l'énergie entière et totale que je souhaitais avoir pour dédier ma vie et mon énergie à mes projets, quoi. Donc ça, c'est déjà une philosophie de vie en tant que telle, de donner à mes journées toute leur intention. Et donc d'accepter que je ne suis pas quelqu'un du soir. Pour les 5 points très concrets qui m'aident à m'organiser, le premier, c'est le fait d'avoir une vision claire de ce que je veux. Souvent, quand on ne sait pas ce qu'on veut, on s'éparpille. On gaspille notre temps avec des futilités. Et c'est là qu'on en vient à dire « j'ai pas le temps », alors qu'on n'a juste pas défini en amont de quoi est-ce qu'on voulait remplir notre temps. C'est souvent quand on ne sait pas ce qu'on veut, qu'on laisse notre temps être mangé par d'autres, par des activités qui finalement ne nous ressemblent pas. Et de savoir ce qu'on veut, d'avoir notre cap, ça nous permet vraiment de prioriser à qui, à quoi et comment on distribue notre temps. Donc je veille toujours à avoir une vision claire de ce que je veux.
Ça rejoint très intimement la loi de l'attraction, pour celles et ceux qui sont familiers avec ça. En fait, quand on veut quelque chose, qu'on donne l'intention de quelque chose, qu'on sait ce qu'on veut, l'univers opère pour que ça se passe. Donc il y a la bonne rencontre, la bonne situation, le bon événement, la bonne opportunité qui fait qu'on avance sur ce chemin. Mais on peut pas avancer sur notre chemin si en amont, on n'a pas défini ce qu'on voulait de ce chemin. Donc chaque début d'année, je projette mes ambitions pour les 12 prochains mois. Je fais toujours ça au mois de septembre. Moi, j'aime bien commencer mes années au mois de septembre comme une bonne rentrée scolaire. J'ai gardé cette habitude des rentrées scolaires où je remettais tous mes carnets, mon agenda à zéro. Donc j'ai gardé ça et chaque début d'année, je projette mes ambitions pour les 12 prochains mois en me demandant qu'est-ce que je veux vraiment. Sur quel projet pro et perso, bon, là j'ai mis pro avant perso, je focalise mon énergie, à qui et à quoi je donne mon temps et pourquoi je fais ce que je fais. Donc ça, c'est vraiment 4 grandes questions. Vous pouvez d'ailleurs noter. On arrive d'ailleurs bientôt au mois de septembre. Donc si vous voulez commencer ça pour septembre et les 12 prochains mois, commencer en mode année scolaire, je vous invite à vous poser ces 4 questions. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Sur quel projet pro et perso tu focalises ton énergie? À qui et à quoi tu donnes ton temps? Et pourquoi tu fais ce que tu fais? C'est vraiment 4 grandes questions, colonne vertébrale de ta vie et qui te permettent vraiment d'avoir une vision claire de ce que tu veux. Une fois que ça c'est déterminé, le deuxième gros point, c'est de se fixer des objectifs. Donc maintenant que tu sais ce que tu veux, comment tu vas faire pour atteindre ce que tu veux? Donc je définis mes objectifs comme un entonnoir. Une fois que j'ai ma vision claire de l'année, je peux la découper selon les différents mois. Donc à chaque nouveau mois, j'ai de nouveaux objectifs pour avancer respectivement chaque projet. Ça me permet... Oh non! Je sais pas si ça va s'entendre au micro, mais il y a un oiseau qui vient de se prendre la vitre. C'est horrible. Donc chaque nouveau mois, j'ai de nouveaux objectifs pour avancer respectivement chaque projet. Ça me permet de garder un cap et de savoir quelles sont mes priorités. De sorte à ce que le jour où j'ai un pépin comme une vitre qui m'arrive en pleine figure, un obstacle à dépasser, en fait, je garde en tête quels sont mes objectifs et ça me permet de naviguer beaucoup plus sereinement dans cet océan-là, de pouvoir faire des concessions, des pas de côté et de pouvoir aussi lâcher du lest. Donc autour de ce cap, je me permets de naviguer, d'accueillir les imprévus et de rebondir puisqu'on est toujours amené à rebondir. Et pour ça, je tiens un bullet journal qui me permet de lister les choses que je souhaite avancer par projet. Donc je vais faire un petit focus sur les 3 carnets qui m'accompagnent au quotidien. Je sais que je reçois énormément de questions sur Instagram de personnes qui me demandent qu'est-ce que j'écris, dans quel carnet, vous êtes tous très curieux. J'ai 3 carnets, donc j'ai un carnet de journaling où j'écris simplement de façon très intuitive mes journées. Donc ça, j'écris tous les soirs, j'écris mes journées, qui j'ai vu, ce que j'ai fait, ce qui m'a nourri. J'écris aussi un bullet journal, je sais pas si on dit j'écris, plus je tiens un bullet journal, et un agenda papier sur lequel je note mes rendez-vous et où je liste mes objectifs hebdomadaires. Donc je vais revenir un peu dans le détail sur ces 3 carnets. J'ai un petit peu détaillé le premier, donc le journaling tous les soirs dans mon carnet de journaling, mon bullet journal et mon agenda papier. Dans mon agenda papier, chaque dimanche soir, j'écris ma to-do de la semaine par projet. Donc Nouvel Œil, mes conférences, le film, l'écriture. Personnellement aussi, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir dans ma semaine? Est-ce que j'ai envie d'aller faire un cours de yoga? Quel créneau de surf selon les conditions? Quand est-ce que je vais aller courir? Vous voyez que c'est très rattaché au sport. Hein. Bref, chaque dimanche soir, je fais ma to-do de la semaine. Et le faire le dimanche soir, ça me permet le lundi matin de commencer de suite avec un élan hyper positif. Je sais ce que j'ai à faire de ma semaine et je m'éparpille pas, je perds pas de temps et tout est beaucoup plus clair et limpide. De la même manière, je fais toujours mes to-do la veille pour le lendemain. Donc le soir, en terminant ma journée, je définis déjà ma journée du lendemain pour savoir vraiment quelles seront les priorités le lendemain. Et ça me permet de me réveiller en sachant en fait ce que j'ai à faire et pour ne pas procrastiner. Donc ça, c'est pour la partie agenda. Donc c'est vraiment un agenda papier. Je suis très attachée au papier. D'ailleurs, c'est une question qui m'a été posée. Est-ce que je faisais ça plus sur ordinateur, fichier Excel ou sur du papier ? Je répondrai aux questions qu'on m'a posées sur Instagram en fin d'épisode, enfin milieu d'épisode, mais là j'ai vraiment à cœur déjà de vous détailler les 5 gros points. Donc pour résumer jusqu'à là, 1. Avoir une vision claire, 2. Se fixer des objectifs. Donc je vous ai présenté mon carnet de journaling, mon agenda. Vient maintenant le bullet journal. Alors le bullet journal, c'est vraiment le trésor de ma vie. J'ai eu beaucoup de mal,
quelques résistances avant de me lancer, parce que je voyais, et tu ressens aussi peut-être ça, que des beaux bullet journal, vraiment des trucs ultra créatifs, où je me disais, mais la nana doit passer littéralement 20 heures à faire une page, tellement c'est beau, quoi. Et je considère pas que je dessine bien, donc je me disais, c'est pas du tout pour moi, le truc, ça va être trop moche, et pour moi, un bullet journal, c'est quelque chose d'artistique. Enfin, je le voyais comme ça. Donc j'avais plein de croyances limitantes qui faisaient que je procrastinais et que je me lançais pas dans un bullet journal. Et en fait, un matin, je me suis réveillée et je me suis dit, mais ce bullet journal, en fait, il y a que toi qui vas le voir. Et ce qui compte, c'est ce que toi, tu as envie d'y mettre. C'est qu'est-ce qui va t'aider pour ta vie. C'est ton objet à toi. Et que ce soit moche, en fait, tu t'en fiches. Il y a que toi qui vas le voir. Donc ça m'a enlevé déjà une certaine pression qui était complètement illégitime. Et ça m'a permis de vraiment construire mon bullet journal selon ce qui, moi, me faisait du bien et ce qui m'aidait à m'organiser, encore une fois. Donc au même titre que je change d'agenda papier tous les mois de septembre, je change de bullet journal tous les mois de septembre. Donc un bullet journal me fait les 12 mois de l'année. Comment je le construis ? Au mois de septembre, j'ai toujours les premières pages qui sont dédiées à une vision globale de mon année. Donc je fais une petite frise chronologique avec les différents mois et les différents moments clés de cette année. Donc là, pour vous donner un exemple, de septembre 2023 à la septembre 2024, j'avais comme grands objectifs le départ pour l'aventure Shimla, qui était fin septembre. J'avais la sortie de mon livre pour avril. J'avais le montage du documentaire qui allait commencer à partir de fin avril. Donc il y a vraiment tous ces gros moments qui sont notés. Et ça me permet aussi de visualiser quels espaces je peux garder pour moi, pour plus de projets personnels et de créativité. Voilà. Donc c'est une petite frise chronologique que je dessine à chaque début du mois de septembre. Et je liste aussi toutes mes bonnes habitudes. Donc c'est un peu les bonnes intentions qu'on se donne pour le mois de janvier et nouvelle année. C'est vraiment les habitudes que j'ai envie de mettre au cœur de ma vie, que ce soit me lever tôt, que ce soit faire du sport, que ce soit lire régulièrement, que ce soit écrire. Voilà, c'est des habitudes qui sont très personnelles. Peut-être que vous avez envie que je rentre plus en détail sur ce qui me fait du bien à moi. Mais je vous invite du coup à vous poser la question de vous, en fait. Quelles sont les habitudes qui vous font du bien, les petites routines qui peuvent vous aider, tout un tas de choses qui simplement vous ressemblent. Une fois ces premières pages passées, chaque début de mois, je dessine une nouvelle page pour un nouveau mois avec, à côté de cette page, mes objectifs. Donc c'est là que je définis mes gros objectifs, à la fois personnellement et à la fois professionnellement. Comme ça, j'ai vraiment ma vision claire de qu'est-ce que je veux pour ce mois-là. Et c'est une page qui me fait énormément du bien. J'aime bien qu'elle soit épurée, qu'elle soit claire, parce que les moments où dans le mois, je vais être peut-être un peu plus douteuse de moi-même, que je vais pas avoir confiance en moi, que je vais y voir flou, on a tous ces moments-là à un moment donné. En fait, de revenir à cette page, je me dis, ok, en fait, c'est ça ton cap. Arrête de te dire que tu n'en fais pas assez. Regarde, t'as ça à faire ce mois-ci, c'est ok. Là, si tu veux relâcher un peu aujourd'hui, c'est pas grave, tant qu'à la fin du mois, ça c'est fait, tu peux t'autoriser un petit peu à lâcher du lest. Donc c'est, encore une fois, une façon de garder mes objectifs bien en tête, tout en lâchant du lest quand c'est nécessaire. Donc ça, c'est pour la partie très organisationnelle du bullet journal. Donc on est toujours dans mon deuxième point qui est de me fixer des objectifs, où chaque début du mois, je définis mes objectifs par projet. Le troisième point qui m'aide à être organisée, c'est l'alignement. Donc c'est vraiment un mot pour moi. L'alignement, c'est central dans ma vie. Je veille toujours à ce que ma boussole soit alignée pour ne pas, encore une fois, me laisser dévier vers quelque chose qui ne me ressemblerait pas, qui prendrait mon énergie et mon temps, alors que c'est pas du tout aligné avec qui je suis. Donc pour ça, toujours dans mon bullet journal, à chaque fin de mois, je fais un bilan de mes avancées. Donc j'épluche chaque projet, un à un, pour me rendre compte de l'évolution et pour conscientiser le chemin que je parcours. Ça me permet d'arrêter d'être insatisfaite, d'arrêter de me dévaloriser, mais aussi de prendre conscience de ce que je fais, de ce que je vis, de qui je rencontre, de ce que je réalise. Et pour toujours garder en tête qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée, mais que chaque étape est signifiante, que la vie c'est un chemin, que c'est une aventure. Donc faire régulièrement un petit check-up comme ça me permet de rester alignée et de bifurquer si nécessaire. C'est comme un moment d'introspection où je me pose donc à la fois d'un point de vue professionnel sur ce que j'ai accompli et ce dans quoi je suis fière, mais aussi d'un point de vue personnel, sur qui j'ai vu, qui j'ai rencontré aussi, parce que je fais énormément de rencontres au quotidien, et donc de faire un point sur quelles rencontres vraiment m'ont marqué et pourquoi ce mois-ci, quelles activités m'ont fait du bien, qu'est-ce qui m'a nourri personnellement. Ça me permet vraiment de garder ce cap et toujours d'avoir cette boussole d'alignement
Donc les 3 grandes questions que je me pose à chaque fin de mois pour faire mon bilan, c'est qu'est-ce qui m'a nourri, de quoi est-ce que je suis fière et quels sont mes accomplissements. Au-delà de ça, chaque dimanche soir, je passe en revue ma semaine dans mon bullet journal et je note pour chaque journée mes gratitudes, de qui j'ai vu, de ce qui m'a fait du bien. Comme je te le disais, le dimanche soir, c'est le moment où je fais ma to-do pour la semaine d'après. Cette to-do, je la fais une fois que j'ai déjà fait mon bilan de la semaine. Vous allez vraiment vous dire, en fait, en parlant et en réalisant tout ce que je fais pour mon organisation, je me dis, mais je suis une tarée. Je t'imagine en train d'écouter cet épisode et de se dire, mais elle est folle. En réalité, il n'y a pas tant de choses que ça. Là, on a l'impression, et j'espère que j'en parle pas de façon trop brouillon, on a l'impression qu'il y a énormément de choses. En réalité, j'ai que 3 carnets. Et une fois qu'on a pris l'habitude, c'est naturel de le faire et ça ne prend pas beaucoup de temps, vraiment. Donc avant de définir mes objectifs pour la semaine dans mon agenda, je fais une rétrospective de ma semaine passée dans mon bullet journal. Donc chaque soir, comme je te l'ai dit, je décris ma journée dans mon carnet de journaling. Ça, c'est tous les soirs, avant de dormir et de prendre un livre. Enfin, avant de prendre un livre et de dormir, après avoir coupé mon téléphone. Je décris ma journée, donc je passe en revue toute ma journée. C'est un espèce de petit scan assez méditatif. Et le dimanche soir, en fait, je vais relire tous ces textes de la semaine. Donc ça me replonge dans chacune de mes journées. Et ça me permet de me rendre compte, en fait, dans quelle journée j'avais un état peut-être un peu moins vif, dans quelle journée je me suis sentie plus en joie, plus en action, et d'autres plus tristes, plus en remise en question. Et de chacune de ces journées, je détache des gratitudes. Et ces gratitudes, je vais les noter dans mon bullet journal. Donc dans mon bullet journal, après la page objectif mensuel, à chaque semaine, j'ai vraiment une page sur mes gratitudes de chaque semaine. Donc toutes mes semaines de vie sont tracées. C'est un délire. Si demain il m'arrive quelque chose, on retrouve mes bullet journal, on a toute ma vie. Donc ce petit check-up, il est vraiment essentiel pour moi. Chaque fin de semaine, ça me fait du bien, ça me détend et ça me permet encore une fois de conscientiser ce que je vis. Et je laisse toujours une page blanche à côté de cette page où je note mes gratitudes par semaine pour après coller des photos en fin de mois. Donc je fais toujours un tri de mes photos du mois sur mon téléphone et j'en sélectionne quelques-unes qui sont pour moi vraiment symboliques et je vais les imprimer et les coller dans ce bullet journal. Parce que je trouve que c'est tellement essentiel d'avoir des photos qui soient imprimées, qui soient choisies, qui soient posées quelque part, là où notre téléphone, demain, on sait pas, il y a un problème avec iCloud ou notre téléphone il meurt, en fait on n'a plus nos photos. Donc ce moment, à chaque fin de mois où vraiment je choisis mes photos avec précision, c'est du pur bonheur, c'est vraiment du baume au cœur que je me mets sur le cœur. Et donc je colle ces photos à côté de chaque gratitude. Donc voilà pour le bullet journal, pour mon carnet de journaling, pour mon agenda. On arrive au 4e point, qui est celui de noter. J'ai souvent des idées qui arrivent inopinément, toujours au pire moment où j'ai rien pour noter. Et en fait, c'est souvent des idées qui se croisent, qui s'entrecroisent et qui deviennent au final un brouillard au loin dans mon esprit si je prends pas un temps pour les noter et au final pour les transformer en quelque chose de constructif. Les noter, c'est leur donner forme. Donc j'ai un carnet de journaling qui m'aide à déposer tout ce que je pense, comme je te l'ai dit. J'y note aussi des idées, des ressentis, diverses choses sur la vie. Et j'ai donc mon téléphone sur lequel je prends également beaucoup de notes. Quand je suis dans une discussion, qu'on me fait des recommandations ou autre, et que j'ai pas mon carnet de journaling à côté ou une feuille, en fait j'ai une petite note dans mon téléphone qui référence un petit peu tout ce qu'on me dit, les petites idées que j'ai, et pour ne pas les perdre en fait. Sinon on se dit toujours oui je le ferai plus tard, oui je regarderai ci, oui je lirai ça, et en fait on oublie et le temps passe et on fait pas. Donc figer ces choses, que ce soit dans un carnet ou sur quelconque liste, et y revenir régulièrement, ça permet vraiment de s'en emparer. 5e et dernier point, après je vais arriver à vos questions, c'est celui de la concentration. Alors vaste sujet, la concentration. J'ai fait un post sur LinkedIn, je crois pas sur Instagram, mais sur LinkedIn sur le sujet, en disant qu'en fait j'avais beaucoup plus de mal qu'avant de rester concentrée. Je sais pas quelle est la nature de ça, je pense que c'est la sursollicitation, évidemment les notifications, les écrans, les réseaux sociaux, et le fait qu'aujourd'hui nos vies soient quand même très remplies. Et donc on a tendance à passer du coq à l'âne en quelques minutes et au final le temps long, que ce soit dans une lecture, juste lire un livre et s'abandonner à la lecture d'un livre, aujourd'hui ça devient tellement rare et
Personnellement, je ressens beaucoup plus de résistance à m'abandonner complètement dans un roman qu'avant, parce que mon mental est beaucoup plus présent. J'ai comme toujours une petite voix en arrière-fond qui me dit « Ah, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça ». Donc la méditation aide beaucoup à apaiser ce mental, mais il y a aussi plein de petites astuces qui me permettent de rester concentrée, notamment quand je travaille. Donc parmi ces astuces, il y a le fait de poser mon téléphone en mode avion quand j'ai des créneaux précis. Donc je dédie vraiment des créneaux où je me dis là j'ai 1 heure. J'arrive rarement à rester concentrée plus d'1 heure, en toute honnêteté. D'ailleurs, je crois que 45 minutes, c'est à peu près mon seuil de concentration maximale. Et pendant ces créneaux de travail, je mets vraiment mon téléphone en mode avion. Comme ça, je suis pas sollicitée par une notification qui va arriver, qui va complètement me déconcentrer. Et j'avais lu une étude, alors j'ai pas la source, je sais pas si c'est très bien ce que je fais là, de vous donner les résultats d'une étude sans vous dire d'où elle vient, mais qui disait que dès qu'on se déconcentrait en regardant un message, après il nous fallait 20 minutes pour retrouver l'état de concentration maximale qu'on pouvait avoir avant de lire le message. Donc maintenant je mets vraiment mon téléphone à la fois en mode avion et loin de moi pour pas avoir, parce que c'est assez fou, hein, mais même en mode avion, parfois j'ai cette addiction quoi, à me dire ah ok attends je vais quand même déverrouiller le mode avion du téléphone pour voir si j'ai pas loupé un truc important, qu'on m'a pas envoyé un message important, alors qu'en fait 45 minutes quoi, c'est pas énorme. Donc voilà, maintenant j'ai vraiment mon téléphone et en mode avion et loin de moi, et je mets aussi le mode avion sur mon ordinateur, comme ça je me mets vraiment dans une tâche à fond pendant 45 minutes et ça me permet vraiment de rester concentrée. De savoir aussi que je vais avoir une pause derrière, ça me motive encore plus parce que je sais que après ce temps de concentration, je vais avoir un moment de soupape pour souffler. Donc j'anticipe aussi mes moments de pause. Savoir que je vais faire du sport dans 2 heures, ça m'aide à être plus productive. Voilà, donc se fixer des moments de pause, c'est important. Mettre son téléphone en mode avion et dédier des créneaux précis, ça l'est aussi. En tout cas, moi, ça m'aide énormément. Et après, je t'invite à définir aussi le moment où tu sens que ta concentration est à son maximum. Moi, c'est le matin que je suis la plus productive. Clairement, je commence à travailler très tôt, vers 7 heures. Par contre, j'aime bien profiter de mes après-midi et je sais que j'ai beaucoup plus de résistance à la concentration l'après-midi parce que simplement, j'ai envie de prendre l'air. J'ai aucune semaine qui ne se ressemble fondamentalement parce que je suis souvent en déplacement, donc j'ai pas de réelle routine. En revanche, je sais que le matin, c'est vraiment les moments où je suis beaucoup plus apaisée et à même de me concentrer. Alors que l'après-midi, j'ai besoin de plus d'action, de choses qui soient en extérieur ou en contact avec les gens. Donc je veille à ne mettre aucun rendez-vous le matin. En fait, les appels, les visios, etc., je les cale toujours l'après-midi. Le matin, c'est les moments de travail de fond. Donc je dis ça encore une fois, j'ai pas de routine. Donc quand je suis en déplacement pour enregistrer des podcasts, pour donner des conférences, je choisis pas toujours mes horaires. Et il m'arrive bien souvent d'enregistrer des podcasts le matin, de faire des choses le matin. Mais quand j'ai vraiment des journées entre guillemets classiques derrière mon bureau, je sais que les appels, je les fixe toujours l'après-midi et je garde les matins pour moi. Voilà pour ça, c'est ce qui m'aide en tout cas à rester bien concentrée. Donc, je vais passer en revue les 5 gros points avant de passer à vos questions. Le premier, c'est avoir une vision claire. Le deuxième, se fixer des objectifs. 3, rester aligné. L'alignement, tellement important. Le quatrième, noter. Et le cinquième, rester concentré. La concentration. Voilà, donc je t'invite à piocher dans ce qui te parle moins, tu peux le laisser de côté, et puis après à faire un petit peu ta petite sauce à mariner en fonction de toi, où tu en es, ce qui te fait du bien, et quel est ton rythme aussi. Parce que ce qui me convient à moi ne conviendra pas à Claire, et encore moins à Thibaut, donc voilà, c'est vraiment à toi de déterminer ce qui te correspond. On va passer aux questions. Alors j'en ai reçu beaucoup, merci beaucoup pour cet engouement, je m'attendais pas à une telle énergie derrière l'organisation, mais c'est merveilleux, ça veut dire que vous avez envie de prendre votre vie en main et c'est trop beau. Alors la première question, as-tu des conseils pour rester rigoureuse sur le long terme et tenir les timings ? Alors la réponse à cette question, elle va rejoindre le premier point que je vous ai donné pour l'organisation. Je crois que ce qui me permet de rester rigoureuse, c'est de savoir pourquoi je fais les choses. En fait, j'aime profondément ce que je fais au quotidien, donc j'ai envie de le faire, j'ai envie que ça avance. Et j'ai envie de m'y mettre, quoi. Donc la rigueur, je pense qu'elle arrive avec la passion. Voilà, en fait, j'ai même pas envie de m'étaler plus sur la question. Pour tenir des timings et pour rester rigoureux, il faut être passionné. Donc pourquoi tu fais les choses ? C'est vraiment la question qui peut-être répond le mieux à cette question.
Deuxième question, comment fais-tu pour lâcher prise ? Alors j'ai souri en voyant cette question, j'ai hésité à la prendre parce qu'elle me dérange. Et donc je me suis dit, oh tiens, celle-là, je vais faire comme si je l'avais pas vue. Parce qu'en réalité, je travaille encore et toujours. Je crois que c'est le travail d'une vie d'arriver à lâcher prise. C'est peut-être la chose la plus difficile. Évidemment, quand on a des projets, qu'on les aime, on a envie que ça avance, on a envie d'avoir le contrôle dessus. Je suis une personne qui contrôle beaucoup. Et en fait, une fois qu'on a l'intention de quelque chose, qu'on sait pourquoi on fait cette chose-là, il faut faire confiance. C'est quelque chose que j'ai beaucoup appris au cours de ces 6 mois d'aventure pour Shimla, mais qui n'est pas facile à apprendre et que j'apprends toujours. Faire confiance en l'ordre des choses. Et je crois que derrière cette confiance se cache quelque chose de même beaucoup plus philosophique et peut-être même de l'ordre de la psychologie, qui est le besoin de sécurité qu'on peut avoir sur les choses. Parce que vouloir contrôler les choses, c'est vouloir les rendre sécures. Quand on est dans l'amour de soi, des autres, du monde, quand on est dans la confiance et dans l'estime de soi, je crois qu'on a beaucoup plus tendance à lâcher prise parce qu'en fait, on sait que les choses vont arriver, quelle que soit la finitude du truc. Et d'être dans cet état de confiance, je pense que ça nous permet beaucoup plus de lâcher prise. En tout cas, les moments où je suis full confiante dans ce qui va se passer, que mon estime de moi est à son maximum et que je suis hyper stimulée par tout ce que je fais, je vais beaucoup plus avoir tendance à lâcher prise en fait, à me dire mais la vie est trop belle, de toute façon tout va bien se passer, ça je voulais avoir le contrôle dessus parce que c'était une façon de me rassurer pour dans 3 mois, mais en fait j'en sais rien, mais j'ai confiance et donc je lâche prise. Donc je crois vraiment que ce qui m'aide à lâcher prise c'est faire confiance et cette confiance elle se cultive dans l'amour de soi avant tout. Donc il y a un vrai travail de développement personnel qui se cache derrière cette notion de lâcher prise. Donc comment je fais pour lâcher prise ? Je travaille sur moi, voilà. Donc méditation, du temps pour moi, du sport, etc. Troisième question, as-tu des routines hors travail ? Des choses que tu fais tous les jours ? Alors oui, encore une fois, les matins sont précieux pour moi. Je me réveille naturellement à 6h, autour de 6h tous les matins. Et j'ai une petite routine que je déplie tous les matins, où que je sois, avec qui que je sois. Et c'est une routine que je gardais même pendant ces 6 mois d'aventure pour Shimla. Donc dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle ville, dans n'importe quelle maison, je m'y tenais. Toujours un réveil naturel vers 6h du matin. Et ça, c'est incroyable parce que les fois où je me couche plus tard, toujours le réveil à 6h du matin, quoi. Enfin, le corps, il est comme un coq, c'est dingue. Et donc, je commence mes matins avec, après être allée aux toilettes et voilà, 10 minutes de yoga, à peu près, quelques étirements. 10 minutes de méditation. Et après, mon petit rituel, c'est d'aller me faire couler un café et d'écrire. Donc j'écris tous les matins, je dépose un petit peu mes pensées. Et là, quelque chose que j'ai ajouté à ma routine plus récemment, c'est la lecture du journal. Parce que je ressentais le besoin de me nourrir intellectuellement sur des sujets que j'ai pas l'habitude de traiter. Et vraiment de creuser la pensée finalement d'autres personnes. De me confronter aussi sur certaines idées que je peux avoir. Donc je lis le journal maintenant tous les matins. Voilà, mais la routine, encore une fois, c'est quelque chose qui vous est très personnel, qui vous fait du bien, et il faut surtout pas que ce soit une injonction où vous vous levez et vous dites « Ah, faut que j'aille faire ci, faut que j'aille faire ça, mon Dieu, je suis déjà en retard ». Pas du tout. En fait, c'est vraiment des activités qui vous recentrent, qui vous permettent de vous réaligner avant de vous ouvrir au monde. Et ça doit en aucun cas être déjà un moment de stress à peine levé. Donc moi, ce qui me fait du bien, c'est le yoga, la méditation, l'écriture, la lecture. Pour certains, ça va être d'autres choses. Voilà, donc je vous invite vraiment encore une fois à définir ce qui vous fait du bien. En tout cas, avoir ce temps pour moi avant d'allumer mon téléphone le matin, c'est essentiel parce qu'avant, je regardais mon téléphone dès le réveil en fait. Et je crois qu'on est nombreux à faire ça. Ça fait peut-être 3 ans que je me suis détachée de cette habitude et ça a été, comme toute habitude à déconstruire, très compliqué au début parce qu'en fait, le cerveau, c'est encore une fois un muscle et donc quand il est habitué à faire quelque chose, le déshabituer à le faire, il y a énormément de résistance, encore une fois. Et donc, voilà, le matin, j'avais à peine les yeux décollés que je regardais mon téléphone. Et en fait, je m'auto-observais en me disant, mais Victoria, c'est bon, les messages, ils peuvent attendre 1 heure, en fait. Prends le temps, déjà, de te réveiller. Donc, maintenant, j'allume mon téléphone uniquement après avoir terminé cette petite routine. Donc, souvent 1 heure ou 1h30 après m'être levée. Au même titre que le soir, alors ça j'y travaille encore, si je suis tout à fait honnête, j'essaie de couper mon téléphone à 21h30. C'est plus compliqué l'été puisque je me couche plus tard vu que le soleil se couche plus tard et que je vis avec le soleil.
Mais voilà, j'essaie vraiment de couper mon téléphone tôt le soir et en même temps de me coucher tôt après avoir écrit ma journée dans mon carnet de journaling et après avoir lu. Donc pour le coup maintenant, la dernière chose que je tiens dans mes mains le soir, ce n'est plus mon téléphone, mais c'est un livre. Et voilà, je travaille encore là-dessus. J'aimerais me coucher plus tôt. J'avoue que comme je suis quand même souvent en déplacement avec des personnes différentes, c'est toujours difficile de faire de mes soirées une priorité, mais j'apprends de plus en plus à dire non et à être au lit à 22h30, j'essaie au maximum. Autre question, comment se créer une belle routine matinale et s'y tenir pour bien commencer la journée? Donc là, je vais rappeler un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, je vais être rapide là-dessus, c'est ce qui te fait du bien. Donc la routine du matin, ça doit pas être contraignant pour toi, pour que tu te lèves en te disant je dois faire ça, ça, ça. C'est vraiment un espace pour toi qui permet de commencer ta journée en reconnexion avec toi avant de t'ouvrir au monde. Comment se créer une belle routine matinale? Peut-être déjà te demander de qu'est-ce qui te fait du bien. Et si ça te fait du bien, tu t'y tiendras sur le long terme. Autre question, quelles limites tu te poses pour un équilibre pro et perso? Alors ça, c'est un vaste sujet. Avant, j'essayais de vraiment délimiter ma vie pro de ma vie perso en faisant des horaires de travail entre guillemets classiques. Mais ça marchait pas. Parce que je me suis dit que si j'étais à mon compte et que je m'étais construite cette vie-là, c'était aussi pour m'offrir le luxe de pouvoir adapter mes journées comme je le souhaitais. Et en fait, je me rendais compte que ces injonctions à avoir des horaires très fixes, c'était des injonctions, encore une fois, de la société et que c'était des habitudes qui ne m'appartenaient pas, que je croyais qu'il fallait avoir parce qu'on m'avait dit que la vie était comme ça, mais qu'au final, c'était pas forcément le plus salvateur et productif pour moi. Et je suis bien plus productive si je me dis que j'ai 4 heures de travail dans ma journée et que ce que je devrais boucler en 8 heures, je dois le boucler en 4 heures, que quand j'ai 8 heures et au final, je vais m'éparpiller parce que, bon, de toute façon, j'ai le temps. Et du coup, d'avoir vraiment des moments très productifs où je sais qu'après, encore une fois, j'ai des soupapes, des activités qui m'attendent, ça m'aide à avoir un rythme de travail qui est beaucoup plus sain et modulable. Donc je me suis détachée de plus en plus de ces horaires de travail classiques et en me détachant de ces horaires de travail classiques, inévitablement, la frontière équilibre pro-perso est beaucoup plus fine. Par contre, j'apprends à m'écouter. Donc j'avance selon mes cycles d'énergie et du soleil, encore une fois, et c'est l'avantage de l'entrepreneuriat. Donc il y a des fois où je sens que j'ai pas du tout l'énergie pour faire quelque chose que j'avais prévu de faire. Bah je me dis c'est ok, c'est pas grave. Encore une fois, j'ai mes objectifs mensuels, j'ai mes objectifs hebdomadaires. Si aujourd'hui j'avance pas comme c'était prévu, c'est pas grave, j'avancerai plus tard, quitte à travailler un dimanche matin en fait. Mais si le dimanche matin j'ai la super énergie pour avancer sur le sujet que je m'étais dit que j'avançais le jeudi après-midi, alors qu'en fait là le jeudi après-midi j'avais pas du tout l'énergie, qu'il faisait trop beau dehors, que les conditions de surf étaient incroyables et que j'ai préféré aller surfer, bah en fait c'est ok. Donc je peux très bien aller surfer une après-midi en pleine semaine et travailler un dimanche matin. C'est vraiment jongler en fonction du temps, de la pluie, du soleil et de mes temps intérieurs aussi en fonction de comment je me sens. Donc la limite pro-perso est très fine, j'ai vraiment appris à faire cohabiter les deux et je me sens au final beaucoup plus à l'aise comme ça parce qu'au final je culpabilisais presque à devoir m'imposer une frontière qui au final n'était pas naturelle à poser pour moi et où je culpabilisais quand du coup le soir je continuais à travailler parce que je m'étais dit qu'il fallait une belle frontière pro-perso et au contraire je culpabilisais quand un jeudi après-midi je prenais du temps pour moi parce que j'allais surfer alors qu'on m'avait dit que le jeudi après-midi il fallait bosser. Et donc en fait j'étais tout le temps dans la contradiction et dans la culpabilisation de ne pas travailler quand on m'avait dit qu'il fallait travailler et au contraire de pas profiter quand on m'a dit qu'il fallait profiter. Donc j'apprends toujours, j'avoue que c'est un vrai travail qui se déconstruit sur du long terme, hein, mais j'apprends de plus en plus à suivre mes énergies plutôt qu'à suivre les fameux diktats de la société. Avant-dernière question, est-ce qu'il y a des personnes qui t'aident à préparer tes émissions? Donc ça c'est une question centrée sur le podcast, sur Nouvel Oeil. Non, personne ne m'aide, je suis toute seule derrière, d'où l'importance de l'organisation. Donc je définis mon planning éditorial, c'est moi qui réfléchis à qui est-ce que j'ai envie de voir derrière le micro jaune, qu'est-ce que j'ai envie d'entendre. C'est moi qui démarche ces personnes-là, c'est moi qui prépare les interviews, c'est moi qui fais l'enregistrement, c'est moi qui fais le montage et la communication. Donc oui, c'est un travail qui est colossal puisqu'il y a une interview tous les matins qui est publiée sur Nouvel Oeil.
Mais encore une fois, je suis passionnée et je suis organisée, donc j'arrive à tout concilier. Parfois, je me pose la question, ou on me pose la question, c'est plutôt ça, mais t'aimerais pas te faire aider pour tes montages, pour ci, pour ça, c'est trop, t'en fais beaucoup. Et en fait, pour moi, aujourd'hui, c'est ok, parce que j'ai trouvé mon rythme et j'ai plaisir à faire ça en fait. Même le montage, je me verrais difficilement le déléguer parce qu'en fait, je sais pertinemment ce que j'ai envie de garder ou ce que j'ai envie de couper. Je prends du plaisir à me replonger dans la discussion et c'est quelque chose que je tiens à cœur de garder. Donc non, personne ne m'aide à préparer mes émissions, en tout cas pour le moment. Dernière question, comment est-ce que tu gères les semaines plus chargées ou plus stressantes ? Alors c'est précisément dans ces semaines que je veille à garder des temps pour moi qui soient non négociables. Le sport, le temps avec mes amis, la lecture le soir. En fait, j'en fais une priorité plus que le reste du temps, puisque je sais que c'est ce qui va me permettre justement de garder l'esprit clair et lucide dans ces semaines où je pourrais très vite m'éloigner de moi-même. Donc j'ai besoin de ces temps. Donc je crois qu'il n'y a pas de façon de gérer ces semaines-là. J'essaie de faire au mieux, je navigue, mais j'ai vraiment ces petites routines du matin, du soir qui m'aident à, encore une fois, me retrouver quelle que soit l'intensité de ma journée. Et surtout, j'ai besoin de savoir qu'il y aura derrière des semaines qui seront plus calmes et où j'aurai plus de temps pour digérer. J'ai énormément besoin de mes temps de solitude pour digérer ce que je vis et de savoir que derrière ces moments d'intensité, il va y avoir des moments de repos, de repli, de calme, d'introspection. Ça m'aide à d'autant plus vivre en conscience les semaines plus chargées et stressantes. Voilà pour toutes ces petites réponses. J'ai l'impression qu'il y a énormément de choses que je vous ai partagées. J'espère que vous n'êtes pas perdus dans cet océan d'organisation et de vie. L'organisation, c'est vraiment la clé pour être apaisé et pour être disponible aux autres. Parce qu'encore une fois, sinon on se laisse manger par les choses à faire et on s'oublie soi. Donc j'espère de tout cœur que ces quelques petits outils t'aideront à trouver la motivation pour placer justement l'organisation au cœur de ta vie. Parce que tout n'avance pas, et d'ailleurs souvent jamais comme on l'imagine. Donc avoir un cap vers lequel tendre, c'est essentiel. Et tenir ce cap, c'est l'organisation qui le permet. Donc voilà, j'espère que ces petits conseils t'auront aidé. Et n'hésite pas à me faire un retour en DM, en message sur Instagram ou par mail si tu en as envie. Sur les conseils qui t'auraient plu, sur les petites astuces que je t'ai partagées, que tu mets en place, et à me faire un retour plus général sur cet épisode, à savoir si ça t'a plu, si ça t'a aidé, si tu as envie de plus de formats comme ça. Là j'ai fait un sujet sur l'organisation, mais je pourrais aborder plein d'autres sujets au micro jaune. Je crois que je prends petit à petit confiance en moi pour oser vraiment prendre ce micro seul. Les récits d'aventure m'ont beaucoup aidé à ça, à vraiment parler en toute vulnérabilité, en toute authenticité. Et de voir autant de retours de votre part qui disaient que ça vous faisait tellement plaisir d'écouter ces récits d'aventure, je crois qu'aujourd'hui c'est ce qui m'aide à prendre ce micro pour vous parler d'organisation. Et c'est ce qui m'aidera probablement à prendre ce micro pour vous parler d'autres sujets. Donc voilà, n'hésite pas à me partager tes petits retours par message. Et d'ici là, je te souhaite tout le meilleur et je te dis à très très vite. Ciao ciao. Si ce moment t'a plu et nourri, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes et Spotify, ou à faire une story sur Instagram en identifiant Nouvel Oeil et mon invité de la semaine pour que l'on puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux suivre au quotidien mes aventures directement sur Instagram ou le site internet www.nouveloeil-podcast.com. Depuis ce site, tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations et des petites choses plus personnelles qui font mon quotidien. En attendant le prochain épisode, je te souhaite de savourer la vie comme il se doit et surtout de faire des choses folles.